C'est la troisième étape de la dégustation, l'examen gustatif. Pour beaucoup, cette ultime étape est en fait la seule, les deux autres ayant été rapidement contournées et laissées de côté, tant le prestige de la bouche est grand. Il faut combattre cette désastreuse précipitation qui ignore la robe et le bouquet des vins. Il ne s'agit pas de retarder inutilement un plaisir. Encore que l'attente d'un plaisir peut être délicieuse. Mais de diversifier les plaisirs, de multiplier les sensations en sollicitant d'autres sens que le goût. L'empressement à prendre un vin en bouche est-il justifié? Est-ce vraiment l'apothéose? Préférons-nous garder le meilleur pour la fin? Je n'en suis pas si sûr, dans la mesure où, comme chacun le sait, il n'y a que 4 saveurs élémentaires: l'amer, l'acide, le salé et le sucré. Nous sommes loin par conséquent de la variété des arômes. Un quatrième sens plutôt inattendu fait finalement son apparition inopinée lors de l'examen gustatif. Il s'agit du toucher. Oh, cela peut paraître étrange, mais l'idée est pourtant indiscutable. En plus d'être regardé, senti et goûté, le vin est aussi touché. Après tout, il y a contact direct avec plusieurs zones de la bouche. D'où l'importance de bien faire circuler un vin, quitte à renoncer à un certain raffinement. On offre en effet à cette occasion un spectacle un peu grotesque, qui de plus peut être sonore, si on aspire un peu d'air pour oxygéner le vin. Mais les sensations sont à ce prix. Dans une bouche, il y a un palais, ainsi qu'une langue. Sur cette langue se trouvent des papilles. Il faut laisser à ces différentes parties de la bouche le temps de recueillir des informations, des sensations. Avaler immédiatement, c'est insulter le vin. C'est boire brutalement, mécaniquement, bêtement. C'est boire pour boire, alors que l'objectif, ne l'oublions jamais, est le plaisir sous toutes ses formes. Le toucher comme le goût. Continue donc à découvrir les secrets d'un vin. Je me demande dans quelle mesure l'ouïe n'est pas elle aussi sollicitée lors de la dégustation. Que serait l'univers d'un vin sans le son que produit l'extraction du bouchon? Sans le glou-glou du vin que l'on sert lorsque la bouteille est pleine. Sans le pétillement si caractéristique du champagne. Il m'est difficile de placer mon mot précis sur des sensations si diffuses. Ce n'est donc pas un hasard si lors de cette troisième étape de la dégustation, le vocabulaire employé devient métaphorique. Si je dis d'un vin du sud-ouest, D'un Matignon, par exemple, qui est charpentier, ou bien encore viril. Il semble clair qu'il y a tout à coup un certain laisser-aller qui s'installe dans mon discours. Mais comment faire autrement? Renoncer au plaisir de parler d'un vin n'est pas la solution. Il faut prendre acte de cette difficulté aux accents très bergsoniens. Bergson est en effet le penseur qui a le plus insisté sur les insuffisances du langage, sur sa trop grande généralité, qui ne peut restituer finalement la singularité des choses, des sensations, des états d'âme. On trouve donc les mots que l'on peut. On trouve donc les mots que l'on peut.